Bonjour, bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 28 septembre débutera par le rassemblement de la Fédération PS à Souston, suivi d'une interview d'Alain Vidalis sur l'annonce de la poursuite de la LGV. Puis direction le Soleil Levant avec Mangadax, nous partirons ensuite à la recherche du trésor de Seignos, avant de finir ce journal sur le métier d'inspecteur de raffinerie. Samedi, la Fédération des Landes du PS organisait sa traditionnelle fête de la rose à Souston sur les terres de François Mitterrand. Tous les ténors landais du parti étaient présents, d'Henri Emmanuelli à Alain Rousset, en passant par les députés landais, le secrétaire d'État Alain Vidalis, ainsi que le nouveau premier secrétaire fédéral du parti. Image. Face aux élus et aux quelques 500 militants et sympathisants socialistes, Stéphane Quin, nouveau premier secrétaire fédéral des Landes, a tenu son premier discours public, un discours engagé et incisif. Donc cette question-là, qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce qu'un salaire? Qu'est-ce qu'un revenu? Qu'est-ce qu'un emploi? Il y a, je crois, des définitions à revoir. Et il faut qu'on ait un temps d'avance là-dessus. Alors par pitié, qu'on ne nous remette pas des vieilles querelles qui, elles, pour le coup, sont celles du passé. Regardons plus loin. Et oui, monsieur Macron, vous êtes phénoménal, mais vous ne serez pas dans le journal Leclerc Chazal. Parce qu'elle a été virée en 24 heures chrono. Alors je pense que notre droit du travail, finalement, il fonctionne. Ici, on ne se pose plus la question de savoir ce que c'est que les valeurs du socialisme. On les connaît. On les a pratiquées. Même certains l'ont prouvé par leur action dans leur collectivité. Pour certains élus, ils ont fait des choses. Bon. Donc effectivement, quand on vient nous chatouiller un petit peu avec des thématiques dont on sait très bien que c'est des querelles stériles entre nous, c'est des provocations inutiles. Donc effectivement, de temps en temps, il faut faire à nouveau entendre la voix. C'est pas tellement de l'agressivité, c'est simplement taper un petit peu du poing sur la table en disant on peut pas parler de ce qui va nous arriver, des choses sérieuses, des mutations du monde, des changements qui arrivent, plutôt que de nous reparler du temps de travail, du code du travail, de ces choses-là dont on sait très bien que ça n'a rien à faire dans le débat. C'est des questions techniques. Voilà, sur les fondamentaux, ici dans les Landes, on n'a pas besoin de faire des grands discours. Des discours qui, à 2 mois des régionales, ont tous été axés sur la campagne électorale. Il nous reste très peu de temps, c'est une campagne un petit peu particulière parce qu'il y avait très longtemps, je crois qu'on n'avait pas fait d'élection en hiver. Et ce qui veut dire aussi pour les militants, quand ils vont aller faire les boîtes aux lettres, les marchés, voilà, une campagne un peu particulière. Pour les électeurs aussi, d'aller au mois de décembre voter, c'est un peu nouveau. On va y aller à fond parce qu'on est à un niveau pertinent, le niveau régional comme le niveau départemental pour les questions sociales, mais là pour les questions économiques et donc d'emploi. C'est le niveau pertinent dans la nouvelle distribution des compétences des collectivités. Et là, on peut véritablement agir. Là, c'est fini, les petites querelles, si on doit bosser 35 heures ou 37 heures. Là, on peut faire pour de vrai, sur le transport, sur les lycées, sur l'économie. C'est la compétence exclusive maintenant de la région. Donc, le levier où on peut agir et agir à gauche, si possible. À l'approche des élections régionales, la fête de la Rose était aussi l'occasion de rassembler et de motiver les troupes, alors que les derniers sondages nationaux placent le PS derrière les Républicains et le FN. On va rassembler, on va faire le score maximum au premier tour, et il faut créer l'élan nécessaire pour la victoire. N'écoutez pas les sondages, rien n'est gagné, rien n'est perdu. On fait la campagne, on y va à fond. Alors avec Alain, avec Renaud et avec tous les autres, au-delà de nos interrogations, battons-nous pour cette nouvelle très grande région reste une région solidaire et socialiste. Merci. Résultat, les 6 et 13 décembre prochains. Lors de cette fête de la Rose, Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, a annoncé la poursuite du GPSO, grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, soit la ligne LGV entre Bordeaux et Dax, ainsi qu'entre Bordeaux et Toulouse. Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport présent à Souston, a répondu à nos questions. À la veille du rassemblement des socialistes landais à Souston, le Premier ministre a donné son accord pour la poursuite du grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, porté par Alain Vidalis. C'est déjà un hasard du calendrier, parce qu'il fallait absolument que la décision soit prise avant le 1er octobre. Elle a donc été prise hier, et il se trouvait que j'étais là aujourd'hui. J'ai informé les principaux responsables politiques dans le même temps, donc Alain Rousset qui était là, Alain Juppé que j'ai appelé et Martin Malvy. Donc chacun a été informé de cette décision qui a été prise hier
par le Premier ministre et qui consiste à dire, malgré l'avis négatif de la commission d'enquête, le gouvernement va saisir le Conseil d'État pour que la procédure se poursuive sur GPSO, c'est-à-dire les deux branches de LGV, à la fois Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, direction l'Espagne. Ça veut dire que le Conseil d'État rendra son avis probablement autour du mois de janvier. La date limite pour la déclaration d'utilité publique, qui est le vrai acte définitif, étant situé au début du mois de juin 2016. Le gouvernement avait le choix soit d'arrêter, vu l'avis négatif de la commission d'enquête, soit de poursuivre ce grand projet. C'est le plus grand projet d'infrastructure en France depuis longtemps. Et malgré l'avis négatif de la commission d'enquête, auquel il a été répondu d'ailleurs par Réseau Ferré de France, nous avons eu aussi l'homologation pratiquement de ce projet par la Commission européenne qui depuis a décidé de financer à hauteur de 50% les travaux, notamment les études sur Bordeaux-Dax, 50 millions d'euros, ce qui montre bien que ce trajet, et c'est vraiment ça le fond de la question, c'est pour la branche vers l'Espagne un projet européen. C'est au moment où l'Europe parfois donne l'impression de se disloquer qu'il y ait une réponse. Et une réponse, c'est aussi que les gens puissent se rencontrer, qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre. C'est un enjeu considérable. Ma conviction est faite depuis longtemps pour tout l'arc atlantique, bien sûr pour le Grand Sud-Ouest, mais pour la France et au-delà pour l'Europe. Et quant à la ligne sur Toulouse, on ne peut pas laisser la 4e ville de France être la seule pratiquement à ne pas être reliée par une LGV. Donc ce sont des projets qui coûtent cher, qui sont très importants. Mais je pense que la politique, c'est aussi construire l'avenir. Et j'ai vraiment le sentiment, en annonçant à Alain Rousset, à Alain Juppé, à Martin Malvy, cette décision aujourd'hui qui a été prise par le Premier ministre, conformément au rapport que je lui avais proposé, qu'on a apporté notre pierre à l'édifice. Des lignes prévues en 2024 pour Bordeaux-Toulouse et 2027 pour Bordeaux-Dax, avec un coût estimé à plus de 9 milliards d'euros. Depuis 2010, c'est au Hayalai de Dax que les passionnés de manga et de culture japonaise se retrouvent pour la convention Manga Dax. Nous sommes allés à la rencontre de 2 conférenciers pour en apprendre davantage sur cette culture japonaise qui plaît tant aux Français. Cosplay, concours, démonstration d'art, jeux, invités de marque, sans oublier la quarantaine de stands. Pour cette 6e édition de Manga Dax, tout était réuni pour un week-end de réussite. Et tandis que certains étaient au stand des dessinateurs pour une dédicace ou un portrait, d'autres étaient à la conférence sur les étapes de la création d'un animé japonais. La France est très friande d'animation japonaise. On a une culture là-dessus. Les animés ils sont arrivés dans les années 70-80 à la télévision, à l'époque où il y avait que 3, 4, 5, 6 chaînes. On les a tous vus quand on a 30-40 ans. On a grandi avec ces séries et ça s'est imprégné dans notre culture. C'est pour ça qu'on est si ouvert, qu'on a autant de mangas qui sont publiés en français. C'est pour ça qu'on consomme autant d'animés. Aujourd'hui, on a à peu près 50 animés par saison qui sont disponibles en français et directement depuis le Japon. Il y a très peu d'autres pays qui ont une offre aussi importante. Alors les animés ne sont pas forcément toujours inspirés de mangas en livre. Bien sûr que le manga est une grosse source d'inspiration parce que quand vous avez un manga qui est déjà publié, qui a une histoire qui tourne et qui vend plusieurs millions d'exemplaires, forcément c'est du pain béni et c'est un succès quasi assuré pour faire ensuite un bon dessin animé. Depuis 1963, des animés sont produits toutes les semaines. Un travail titanesque. Ce qui est important quand on participe à ce genre d'événement, c'est d'expliquer aux gens tout le travail qu'il y a derrière la création d'un dessin animé. Aujourd'hui, l'animation japonaise, elle est un petit peu en crise parce que, comme partout dans le monde, ça devient de plus en plus difficile de financer ces productions et d'autant plus un dessin animé qui demande encore des investissements très lourds. Ça s'est beaucoup développé et comme dans beaucoup de domaines, les gens téléchargent, pas toujours légalement. Et je trouve que c'est important d'expliquer le travail qu'il y a derrière et que télécharger ces animés, ça paraît anodin et facile, mais c'est ça aussi qui met en péril cette industrie. Et si on veut qu'elle continue d'exister, si on veut maintenir la qualité de ce qu'ont fait les Japonais pendant plus de 50 ans, il faut être responsable et on peut regarder des animés du Japon, mais le faire aussi légalement et sur des plateformes légales, d'autant plus qu'il y a une offre très importante en France là-dessus. Alors que les mangas et les animés sont choses courantes au Japon d'aujourd'hui, la cérémonie du thé reste quelque chose de précieux et de spirituel, ce qu'expliquait cette spécialiste du thé à son stand. La cérémonie de thé, c'est pas servir le thé. La cérémonie de thé, il y a beaucoup de Japonais même qui ne l'ont jamais vécu. On se l'offre pour des moments très importants dans la vie. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, la mort pour une femme, la mort de sa maman,
Ça peut être un mariage, ça peut être l'acte d'achat d'une maison, l'acte d'achat d'un terrain. Tout ce qui nous paraît important, tout le monde ne se l'offre pas. Après, servir du thé au quotidien, ça c'est tout le monde. La cérémonie que l'on connaît aujourd'hui, elle a été développée en 1522. Et les gestes que l'on pratique pour la cérémonie aujourd'hui, qu'on appelle Shan-no-yu, donc eau chaude pour le thé ou le temps du thé, ça c'est une cérémonie, tous les gestes ont été bien définis, c'est le geste le plus juste pour arriver à faire un bon bol de thé. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juste est superflu, un peu comme dans le bouddhisme. On va à l'essentiel. Connaître l'histoire du thé et du Japon ou des animés japonais, la convention Mangadax permet d'approfondir ses connaissances sur la culture japonaise qui attire toujours autant de monde. Retrouvez les interviews dans leur intégralité dans la rubrique Actu Grand Axe. Maintenant, partons à la recherche du trésor dans la commune de Seignos. La mairie a organisé cet événement lors des Journées du patrimoine pour en éveiller la culture landaise et au patrimoine seignosais. Regardez. Le soleil était au rendez-vous samedi dernier, l'occasion pour participer à une chasse au trésor organisée par la ville de Seignos pour les Journées du patrimoine. Eh bien aujourd'hui on a organisé une petite après-midi ludique autour d'une chasse au trésor dans les rues de Seignos, au cœur du bourg. Voilà, donc autour du patrimoine landais et plus globalement, plus spécifiquement seignosais. Alors, on a crypté un numéro de téléphone, on l'a codé. Et donc, il va s'agir pour les équipes de décoder ce numéro de téléphone en résolvant des énigmes et petit à petit en le décodant, en le composant à la fin du jeu, les équipes vont pouvoir savoir où est caché le trésor. Les énigmes sont cachées dans des pommes de pin, des fausses pommes de pin. Ou bien elles sont détenues par des personnes de notre équipe, donc il faut retrouver ces personnes et résoudre les énigmes en question, voilà. Une animation ludique pour faire découvrir aux nouveaux Seignosais la culture et le patrimoine landais. Oui, tout à fait, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent pas forcément de la région et qui s'installent sur cette ville et sur la commune. Et donc du coup le but c'est aussi de leur faire découvrir Seignos, les coutumes, la culture landaise, locale. Donc voilà, c'est un bon moyen aussi de s'amuser tout en apprenant des choses, autant pour les enfants que pour les parents. Voilà. Que l'on arrive premier ou dernier, tout le monde repart gagnant. Quelques bonbons, des objets au plaisir des participants. Anticiper les dégradations qui pourrait y avoir sur des installations pétrochimiques afin de prévenir tout risque d'accident est le rôle de l'inspecteur en raffinerie. Thomas nous en dit plus sur son métier dans ce spot de beau travail. Thomas a 30 ans, il aime le golf, la planche à voile et son métier. Thomas est inspecteur en raffinerie. J'inspecte les équipements d'un site pétrochimique, j'établis des plannings de contrôle, j'analyse les résultats et je prends les mesures qui s'imposent. En fait, je veux anticiper la moindre dégradation. Thomas possède de solides connaissances en métallurgie, en corrosion et en réglementation, mais surtout un bon esprit d'analyse pour trouver des solutions. C'est ce que je préfère, chercher, réfléchir pour anticiper les problèmes. Du coup, on dit souvent de moi que je suis très pointilleux. Mais qu'est-ce qu'il fait encore celui-là ? Et je me demande si la machine n'a pas un peu bougé. Mais oui, chercher la petite bête, c'est mon métier. On contribue quand même à la sécurité du personnel et des habitants vivant aux alentours. C'est une sacrée responsabilité. Thomas a une licence professionnelle et l'alternance est un bon moyen d'accéder à ce métier. 150 inspecteurs sont recrutés chaque année dans le secteur de la chimie et du pétrole pour 2 500 € par mois et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Fausse alerte. Ah bah tu vois. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée.